Bonjour à toutes et à tous. Régis Comartin, groupe M Capital. Sylvie, Marianne, que je vais vous présenter moi-même. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette deuxième web-série, deuxième épisode de nos webinars concernant l'immobilier, avec une thématique aujourd'hui qui est plus que d'actualité, c'est la RE 2020 et un objectif bien évidemment, la neutralité carbone pour 2050. Donc avant toute chose, quelques modalités d'usage, on va dire. Euh, les présentations, évidemment. Donc, je suis Régis Comartin, je travaille pour le groupe M Capital dans la filière M Capital Real Estate. Et je vous présente Sylvie Simon-Elia, Oui, directrice bonjour du pôle Régis. ingénierie chez Cardam. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour Régis. Ravi de te rejoindre pour ce deuxième point après le décret tertiaire, la réglementation environnement 2020. Je suis vraiment désolée pour les problèmes informatiques. Je n'ai pas de caméra qui s'affiche alors que j'ai ma caméra ouverte. Donc, je suis vraiment désolée Voilà, j'interviendrai comme je peux. Et je suis accompagnée aujourd'hui par Marianne Stroh, qui est le patron de l'ingénierie du Sud, basé à Toulouse. Marianne, si tu veux te présenter en 2 mots. Bonjour à tous. Donc oui, je suis responsable du pôle ingénierie technique au sein du groupe Cardam pour la région Sud. Et je suis aussi ingénieure génie climatique d'origine. Donc je serai là pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci. Très bien. Merci à toutes les deux. Et donc, comme je l'évoquais, quelques formalités d'usage. Hop. Comme je vous le disais, c'est notre deuxième webinar aujourd'hui et il y en aura donc un troisième le 6 juillet à 11 heures. Nous vous enverrons bien évidemment l'invitation pour se connecter après avoir traité la rénovation et donc aujourd'hui la construction. On vous propose d'évoquer les projets hybrides qui sont certainement une solution pour le patrimoine existant. On aura l'occasion donc d'en discuter le 6 juillet. Aujourd'hui, nous allons parler de la RE 2020. Quelques informations pratiques concernant le webinar. On vous remercie, et c'est le cas, puisque j'ai mon tableau de bord qui affiche que vos micros sont bien coupés, ce qui nous permet de nous exprimer tous clairement et que vous avez la possibilité de poser des questions dans l'espace questions-réponses, des questions auxquelles nous répondrons à la fin du webinar ou directement dans le chat. Donc, n'hésitez pas à poser des questions tout le long de notre intervention. Je me permettrai de couper les intervenants le cas échéant. Et vous aurez également la possibilité de visionner le replay du webinar à tout moment sur demande grâce au lien qui vous sera envoyé par mail. Voilà pour les formalités d'usage. Mesdames, je vous laisse du coup présenter le magnifique groupe Cardam. C'est à vous. Oui, merci Régis. Et là, du coup, c'est la voix off qui va parler un petit peu pour représenter le groupe Cardam, qui est un groupe indépendant. Donc, si vous ne nous connaissez pas, nous sommes un peu sur toute la France. Nous avons dépassé les 500 collaborateurs ce mois-ci et nous œuvrons sur différents marchés, le tertiaire, l'industrie, le collectif, les commerces, l'éducation, sur différents métiers. Et je vous propose de regarder sur la slide suivante nos métiers, donc nos 5 métiers. Donc, le conseil sous toutes ses formes, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, mais aussi de la programmation, de l'étude de marché immobilier, beaucoup de change, d'accompagnement au changement sur les nouvelles pratiques d'usage aujourd'hui des bureaux en mode hybride. Le pôle architecture, qui est une des 10 plus grosses agences françaises. Donc, nous sommes outillés pour répondre à des gros projets de construction neuve à l'international et sur des concours sur différents sujets. Enfin, voilà. L'aménagement, donc là, nous avons une cellule de conseil et de conception et de réalisation, avec intégré de l'architecture d'intérieur, mais aussi du mobilier. Donc, on accompagne nos maîtres d'ouvrage depuis l'image jusqu'à l'intégration des locaux avec le transfert. Aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de la business unit que je représente, qui est l'ingénierie TCE au sein de Cardam. Et nous avons aussi une équipe digitale qui s'occupe de Smart Office, Smart Building, donc tout ce qui est connexion des équipements de production d'énergie, et mais aussi tous les supports de gestion de salles
en fait, tout ce qui est application servicielle. Il est aussi à noter qu'on a une petite équipe de recherche et développement qui nous permet aussi d'avoir vraiment d'approfondir les sujets avec la chaire de l'ESSEC, par exemple, pour les sujets de nouveaux modes de travail. Alors, pour parler plus précisément de l'ingénierie, ce qui fait vraiment la différence de notre équipe d'ingénierie intégrée, c'est que nous travaillons à 80% pour le reste du groupe. Et donc, nous sommes vraiment amenés à réfléchir sur les problématiques d'usage et aussi les problématiques bâtimentaires. Notre objectif est vraiment d'être là pour aider nos concepteurs de l'aménagement ou de l'architecture ou les cellules de conseil pour vraiment trouver la juste réponse face à la complexité qu'on a aujourd'hui des projets de bâtiments. Et donc, nous avons 4 piliers d'expertise. Le génie climatique, donc avec les parties CVC, fluides, donc qui concernent surtout les réaménagements, puisqu'aujourd'hui, on doit concevoir beaucoup plus de salles de réunion que de postes fixes, donc on a des problématiques fluides récurrentes. On est aussi à même de participer à des sujets de fluides spéciaux sur des projets très pointus. Et on a aussi le génie électrique, où là, on est plus sur des problématiques VDI, donc le courant faible, et les sujets liés à la data. Le génie civil, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le clos couvert, la liaison du bâtiment jusqu'au bout de la parcelle sont des sujets très importants et qu'on est obligé maintenant de réfléchir à des solutions mixtes en termes de structure et des boucles vertueuses d'intégration, on va dire, au tissu local. Évidemment, toute l'équipe est très sensibilisée aux constructions durables et donc, nous avons tout le panel des expertises, des BREEAM assessors, des calculateurs de STD, d'audit pour aller agréger en fait toutes les modifications, toutes les transformations de ces métiers qui sont obligés de s'ouvrir les uns les autres pour qu'ensemble, nous trouvions une solution vertueuse à chaque nouveau projet, à chaque nouvelle problématique qui nous est proposée. Très bien. Alors oui, je vous ai mis quelques références, elles sont nombreuses, mais voilà, là c'était pour vous parler un petit peu de tout ce qui était énergie, carbone, construction durable, donc avec des maîtres d'ouvrage avec lesquels on peut faire, donc ça va du schéma directeur à l'audit énergétique, mais aussi parfois le contrôle des installations ou des études ponctuelles pour réfléchir toujours à l'amélioration possible en termes de consommation d'énergie et de poids carbone, évidemment. Et sur l'ensemble du territoire. Et sur l'ensemble du territoire, et on est ouvert à l'international, puisque maintenant, nous sommes implantés en Allemagne, au Portugal, et nous avons des partenariats sur l'Espagne, l'Italie, la Belgique, la Hollande. Nous sommes aussi au Maroc. Donc voilà, encore des beaux champs de développement géographique. Pour ma part, du coup, je vais vous présenter rapidement M Capital pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas cette belle société. Nous sommes donc une société d'investissement et de services qui utilise des capitaux mixtes, publics et privés, pour investir initialement dans des entreprises et des biens immobiliers, des actifs immobiliers, mais également des opérations immobilières, pour aider du coup ces porteurs de projets à créer de nouvelles économies. Bien évidemment, nous ciblons toutes les économies qui sont en croissance, qui sont résilientes et inclusives, puisqu'on va le voir, et c'est aussi pour ça qu'on aborde cette thématique de la RE 2020 ensemble avec des spécialistes tels que Cardam, c'est que nous sommes très sensibles en tant que société d'investissement dans la thématique immobilière à financer principalement de l'immobilier durable, de l'immobilier vertueux. Donc, on investit dans l'économie réelle autour de 4 plateformes métiers, la dette privée, le private equity. Donc, comme je vous le disais, depuis désormais plus de 20 ans, on accompagne un certain nombre d'entreprises dans leur développement en levant des fonds, en créant des ressources financières dédiées. Et bien évidemment, sur la partie immobilière, real estate, on accompagne aujourd'hui un certain nombre d'opérateurs immobiliers, que ce soit des promoteurs immobiliers ou des marchands de biens, dans la réalisation de leurs opérations. Nos engagements, c'est bien évidemment que
aujourd'hui, chaque investissement doit fournir de solides performances financières, mais également des solutions aux défis sociaux et environnementaux. On y est tous confrontés, c'est plus que d'actualité en ce moment, on en parle très concrètement par ce pic de chaleur aujourd'hui, mais on a une vision beaucoup plus globale de nos investissements, à la fois par rapport à l'environnement, où évidemment cette neutralité carbone, elle est présente également chez nous, dans nos têtes et dans nos investissements, pour que nous soyons moteurs auprès des entreprises que l'on finance et des projets immobiliers que l'on accompagne. Bien évidemment, l'impact sociétal de nos investissements est à prendre en compte. Il est quasi tout aussi important. Et aujourd'hui, nous avons voté pour devenir une entreprise à mission. On est totalement engagé. L'ensemble des collaborateurs M-Capital sont engagés dans ce devenir. Sur la partie immobilière, nous avons 4 piliers d'activité. Le premier, c'est notre métier originel, qui est de concevoir et de gérer des fonds value-add destinés principalement à l'immobilier résidentiel, mais pas que. Nous avons également un département maîtrise d'ouvrage qui nous permet de réaliser ou de co-réaliser avec nos clients des opérations immobilières, marchands ou promotions. Une cellule de commercialisation qui est une option potentielle pour nos clients qui souhaitent se bénéficier de notre savoir-faire dans la commercialisation de leurs activités. Et enfin, une plateforme builder qui organise des clubs deals immobiliers pour le compte de banques, de gestionnaires de patrimoine, d'investisseurs au sens large. Notre credo, c'est mieux vivre en ville et à ce titre, nous orientons nos investissements principalement vers de la réhabilitation immobilière, vers de la transformation immobilière et donc de la promotion immobilière la plus vertueuse possible. Et nous avons créé un Green Bond programme qui récompense les opérateurs et les opérations les plus vertes et les plus vertueuses en leur donnant accès à des conditions de financement optimisées avec des taux préférentiels pour accélérer cette influence vers une démarche environnementale vertueuse. Et donc, ça permet aux porteurs de projets une exposition inédite auprès de nouveaux partenaires, investisseurs potentiels qui sont aujourd'hui nos clients également. Voilà pour les présentations. Désormais, je vais laisser la parole au spécialiste ou à la spécialiste, Marianne, pour nous parler de la RE 2020, qui est évidemment la thématique d'actualité. Merci Régis. Donc en effet, à présent, je vais vous présenter la nouvelle réglementation environnementale 2020, à savoir la RE 2020, qui impacte tous les bâtiments neufs et qui vient remplacer l'ancienne réglementation thermique 2012, qu'on appelait la RT 2012. C'est donc une véritable révolution dans l'acte de construire et c'est pour cela que c'est important de connaître les fondamentaux de la RE 2020. Comme vous pouvez l'entendre, avant, on parlait de RT, à savoir de réglementation thermique. À présent, on parle de RE, réglementation environnementale, car en plus de l'optimisation énergétique, sur laquelle on travaillait depuis une quarantaine d'années, à présent, on va aussi travailler sur l'optimisation carbone du bâtiment, car au final, quand on construit, c'est une empreinte carbone qu'on laisse sur Terre. Donc, c'est une réglementation qui propose une approche plus globale et plus sensée d'un point de vue environnemental. Donc, concernant le sommaire de cette présentation, dans un premier temps, je vais vous présenter les 3 dates qu'il faut retenir d'entrée en vigueur de la RE 2020. Ensuite, je vous ferai un bref rappel de la RT 2012, parce que ça vous permet de savoir où on en est d'un point de vue réglementaire pour connaître où on va. Et ensuite, nous aborderons les grands principes et les nouveaux objectifs de la RE 2020 et ce qui change, et les impacts que l'on peut retrouver sur les montants des travaux, sur le planning, les honoraires, etc. Tout ce qui est induit par la RE 2020. Donc, concernant les dates d'entrée en vigueur de la RE 2020, comme je vous le disais, il y a 3 dates à retenir. Il y a le 1er janvier 2022, qui concerne les logements neufs, collectifs et individuels dont le permis de construire a été déposé à partir de cette date. Donc, c'est il y a 6 mois maintenant. Ensuite, il y a le 1er juillet 2022, donc c'est demain. Cela concerne
tous les bâtiments tertiaires à usage de bureaux et d'enseignement primaire et secondaire dont le permis de construire sera déposé à compter de cette date. Et la troisième date qu'il faut retenir, elle a lieu cette fois-ci dans 6 mois, c'est le 1er janvier 2023, qui concerne tous les autres bâtiments, à savoir les crèches, les universités, les hôpitaux, les EHPAD, etc. et l'industrie dont les données climatiques sont là pour le confort des usagers. Voilà, donc il y a vraiment 3 dates à retenir en fonction de la typologie des bâtiments neufs. Par ailleurs, quand on regarde cette frise, on peut constater que la RT 2012 est restée en vigueur une dizaine d'années. Il est important de savoir que depuis le choc pétrolier des années 70, l'État français a développé des réglementations thermiques de plus en plus contraignantes, et cela tous les 10 ou 15 ans. Et entre chaque réglementation thermique, donc au fur et à mesure, c'est de plus en plus contraignant d'un point de vue énergétique. L'État français impose aux bâtiments neufs de consommer de moins en moins et d'être plus vertueux d'un point de vue environnemental. Et entre chaque réglementation, l'État crée à chaque fois un label. Par exemple, pour préparer la sortie de la RE 2020, en 2016, l'État français a créé le label E+C- pour préparer le secteur du bâtiment aux nouvelles contraintes de la RE 2020. Et pour cela, il y a eu de la recherche et développement sur les matériaux bas carbone, on a accéléré l'économie circulaire, etc. Et ça permet par la suite aussi d'amortir les coûts et de moins être dans la hâte quand il faut proposer maintenant des nouveaux projets. Donc maintenant, le nouveau label d'État qu'il faut retenir, donc qui va bientôt apparaître, c'est le label Haute Performance énergétique et environnementale, qui sera beaucoup plus performant que la RE 2020. On peut y souscrire. Et pour cela, il faudra faire une demande de label auprès, par exemple, d'organismes comme Certivea. Ce qui est important aussi de souligner, donc, c'est que la RE 2020 est plus exigeante que la RT 2012 d'un point de vue énergétique, et qu'à présent, elle s'intéresse à un nouveau volet, comme je vous l'ai expliqué, c'est le poids carbone des bâtiments. Donc à présent, comme je vous l'ai expliqué, on va faire un zoom sur la RT 2012 pour comprendre où on en est d'un point de vue réglementaire et où on va. Donc, usuellement, pour savoir si un bâtiment qu'on va construire, donc un bâtiment neuf, va être conforme à la réglementation thermique ou à la RE, on le modélise dans un logiciel qui est certifié par le CSTB. On modélise sa volumétrie, ses surfaces, on détermine la typologie de ses parois, de ses isolants, de ses menuiseries, les différentes implantations, et on décrit aussi les équipements de chauffage, de ventilation, d'eau chaude sanitaire et de climatisation et de ventilation. Ensuite, on lance le moteur de calcul et on obtient 3 résultats qui doivent être inférieurs à 3 indicateurs qui sont imposés par la réglementation. Donc, l'indicateur BBiomax, l'indicateur CEP et l'indicateur TIC-REF. Le premier indicateur, c'est le BBio, qui doit être inférieur au BBiomax. Donc, le BBio, il étudie le besoin bioclimatique du bâtiment sans système actif, à savoir sans chauffage, sans climatisation, sans éclairage artificiel. On observe juste son évolution suivant son orientation et sa localisation, s'il est à Strasbourg, s'il est à Paris, etc. Et on regarde comment il évolue et quels vont être ses besoins en chauffage, en climatisation et en éclairage artificiel. Donc, plus le bâtiment est performant d'un point de vue bioclimatique, plus le BBio est forcément bas. On réduit le besoin futur du bâtiment. Pour cela, on travaille sur l'isolation, on va travailler sur sa forme, sur la compacité, on va réduire les ponts thermiques, les fuites, on va aussi travailler sur la position des vitrages, c'est extrêmement important, c'est-à-dire on positionne judicieusement les vitrages selon l'orientation nord-sud, par exemple, pour bénéficier d'ensoleillement en hiver, pour plus tard réduire les consommations de chauffage et d'éclairage artificiel, mais on prévoit des systèmes aussi pour se prémunir de l'ensoleillement en été, pour réduire le besoin éventuel en climatisation.
Donc, avant tout, on travaille sur le bâtiment, on ne travaille pas encore sur les systèmes. Une fois qu'on est réglementaire au niveau du BBio, le deuxième indicateur est le CEP qui doit être inférieur au CEP max. Le CEP, ça veut dire consommation d'énergie primaire. Ça correspond au total des consommations des 5 postes que je vais installer dans mon bâtiment et qui sont réglementaires, à savoir les postes de chauffage que je déclare, la climatisation si je la mets, l'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de consommation comme la ventilation. Donc, je cumule ces 5 consommations. Donc, l'objectif est d'opter pour des systèmes peu énergivores pour avoir un CEP bien minime et inférieur au CEP max. Donc, on va avoir recours à de la LED, à de la gradation, à une bonne régulation. On va prendre des systèmes techniques peu consommateurs. On va avoir recours à des énergies renouvelables comme le biomasse, la géothermie. Voilà, il y a une grosse réflexion pour atteindre un CEP performant. Donc, 1, je travaille sur la sobriété du bâti. 2, je calibre au mieux mes systèmes techniques. Et 3, il y a le troisième indicateur qui fait attention au confort d'été. Ça prend tout son sens cette semaine d'ailleurs. C'est un indicateur qui s'appelle le TIC, la TIC, ou plus communément la température intérieure de confort, qui doit être inférieure à la TIC de référence. Cet indicateur, il existe pour limiter le recours abusif à la climatisation. En fait, on regarde comment évolue la température interne dans le bâtiment, comme si on ne mettait pas de climatisation. Donc, c'est important de ne jamais dépasser la TIC REF. Donc, cela impose de travailler sur les protections solaires, l'inertie du bâtiment, le free cooling, etc. Donc, comme vous pouvez constater, la RT 2012 se basait sur 2 piliers, le pilier énergie et le pilier confort d'été. Donc, on va voir par la suite que la RE 2020 va rajouter un nouveau pilier. Donc, à présent, depuis 2022, la RE 2020 vient remplacer petit à petit la RT 2012. Elle a pour vocation d'être beaucoup plus exigeante, plus vertueuse. Elle aborde de façon beaucoup plus globale les questions environnementales et planétaires. Elle a été créée pour répondre à des ambitions nationales et très fortes d'un point de vue européen. Elle a 3 grands principes, 3 grands objectifs. 1, c'est donner la priorité à la sobriété énergétique. Donc, on va aller beaucoup plus loin au niveau du BBio. Et à la décarbonisation de l'énergie. C'est le pilier qu'on va rajouter. En effet, elle veut réduire l'impact carbone de la construction des bâtiments. Elle veut minimiser l'empreinte carbone de l'acte de construire. Ensuite, elle veut garantir au maximum le confort d'été, même en période caniculaire, et ça prend tout son sens. Alors, comme la RT 2012, la RE 2020 est basée sur des piliers, comme je vous le disais, et sur des indicateurs. Donc, nous avons maintenant 3 piliers, le pilier énergie, le pilier confort d'été et le pilier carbone, et 5 indicateurs. Comme en RT 2012, comme vous pouvez le voir, nous avons le pilier énergie avec les indicateurs BBio et CEP. Ce sont les mêmes indicateurs, mais ils doivent être beaucoup plus performants, notamment le CEP, parce qu'en plus des 5 postes que je vous avais précisés avant, comme le chauffage, la climatisation, l'eau chaude sanitaire, la ventilation et l'éclairage, on va rajouter les consommations des ascenseurs et aussi des parkings, y compris l'éclairage des parkings et la ventilation, que ce soit des parkings enterrés, des parkings silos ou des parkings aériens. Donc, ça sera vraiment important d'avoir une approche globale quand on installe des parkings, et il y a souvent une réflexion à avoir avec les PLU. Ensuite, il y a le confort d'été. Ce dernier, il a été modifié. On ne va plus parler de l'indicateur TIC, mais on va parler de l'indicateur DH, degré-heure d'inconfort. Ce sera un calcul dynamique sur une période caniculaire qui sera beaucoup plus proche de la réalité. Ensuite, le dernier pilier, c'est le pilier carbone dont je vous ai parlé, avec 2 indicateurs. L'indicateur IC composant, qui est l'indicateur sur les émissions de gaz à effet de serre sur les composants du bâtiment, les murs, la toiture, les cloisons, les étanchéités, les équipements CVC, la moquette, etc. Donc, sur tous les composants du bâtiment. Et ensuite,
il y a l'IC-énergie, qui est l'indicateur des gaz à effet de serre des énergies du bâtiment en exploitation. Donc, les consommations qu'on va avoir sont importantes parce qu'elles ont un impact sur le bilan carbone. Alors, comme je vous le disais si avant et rapidement, l'indicateur BBio est le même qu'en RT 2012. Mais il faudra améliorer le caractère bioclimatique de nos bâtiments, et cela de 30 à 40%. Donc, c'est assez considérable. On a fait des simulations sur des bâtiments vertueux en RT 2012 et on constate qu'ils ne passent pas en RE 2020. Donc, il faut vraiment pousser plus loin la conception architecturale. Et c'est assez considérable. On va donc obliger le secteur du bâtiment à tendre vers des conceptions architecturales beaucoup plus sobres, avec une architecture raisonnée, bioclimatique, plutôt compacte. On va éviter tous les redans, les dents creuses. On va limiter les ponts thermiques. On va aussi limiter les murs rideaux. Pour l'instant, c'est extrêmement compliqué de faire passer un bâtiment lorsqu'on a recours à des murs rideaux. Et on peut constater que ces dernières années, on avait beaucoup de murs rideaux sur nos bâtiments. On va positionner très judicieusement les vitrages en fonction de l'orientation, si elle est nord, si elle est sud, est, ouest, si elle est mixte. Et on aura recours à des protections solaires. Bref, il faudra avoir un bâtiment basé sur du bon sens, vraiment en adéquation avec sa localisation géographique et son orientation. Voilà. Concernant le CEP, il y a maintenant 2 indicateurs. Il y a le CEP classique, qu'on a vu tout à l'heure en RT 2012, et qui cumule les consommations de chauffage, de climatisation, d'éclairage, de ventilation et d'eau chaude sanitaire. Et à présent, comme je vous le disais, on va rajouter les consommations des parkings et des ascenseurs. Il y a aussi un autre indicateur qu'il faut retenir, c'est le CEP-NR, qui signifie consommation d'énergie primaire non renouvelable. Cela impose de travailler sur tous les postes de consommation qui n'ont pas recours à des énergies renouvelables. Au sens RE 2020, les énergies renouvelables sont la biomasse, donc les chaudières bois, et les réseaux de chaleur vertueux ayant recours à des énergies renouvelables. Pourquoi cet indicateur a été créé? Parce que dernièrement, et notamment en RT 2012 et même précédemment avec les autres réglementations, parfois les maîtres d'ouvrage optaient sur des équipements, par exemple, de chauffage et de climatisation peu onéreux, mais très consommateurs. Et du coup, on mettait beaucoup de photovoltaïque, par exemple, pour compenser ce défaut, ces surconsommations. Donc, d'un point de vue environnemental, on n'était pas basé sur du bon sens. À présent, ce ne sera plus possible. En effet, on ne pourra plus tartiner nos bâtiments, comme on pouvait le dire, de photovoltaïque. Il faudra juste mettre du photovoltaïque au plus juste besoin des consommations du bâtiment. Il faudra aussi plutôt avoir recours à des solutions passives, peu consommatrices, comme les puits canadiens, le brassage d'air, le géocooling. Voilà, comme ça, on va diminuer le CEP-NR. Donc, ça sera important ensuite d'avoir recours à des équipements peu consommateurs, et on observe que l'ensemble des fournisseurs travaillent sur l'ensemble de ces problématiques, et bien entendu, il sera vraisemblablement indispensable d'avoir recours à des énergies renouvelables. Ensuite, nous allons passer au pilier confort d'été, donc avec le nouvel indicateur qui s'appelle le DH, le degré d'heure d'inconfort. Ce dernier, il correspond en fait au cumul d'heures où la température intérieure dans mon bâtiment, quand je n'ai pas de climatisation, dépasse 27 degrés. Parce que l'État français considère qu'au-delà de 27 degrés, physiologiquement, le corps humain n'est pas bien. Et c'est sur un cumul. Donc, si notre DH, notre degré heure, est inférieur à 350 heures, à ce moment-là, l'État considère que le bâtiment est plutôt confortable et qu'il encaisse les chocs caniculaires et qu'il est réglementaire. Par contre, si le DH est supérieur à 350 heures, mais qui reste encore inférieur à un garde-fou qu'on appelle le DH max, le bâtiment est encore réglementaire. Par contre, la RE 2020 va pénaliser votre calcul. Elle va rajouter sur le CEP une consommation de climatisation fictive. Parce que, par exemple, l'État présume que ultérieurement, le maître d'ouvrage, vu qu'il y a de l'inconfort, va forcément mettre une climatisation
qui ne sera peut-être pas déclaré au moment de sa construction ou du permis de construire. Donc, c'est vraiment important de bien travailler sur ce DH. Et si le DH est supérieur au DH max, à ce moment-là, on n'est pas réglementaire et il faut retravailler sur les protections solaires, le free cooling et le volet bioclimatique du bâtiment. Et à présent, on va passer sur le dernier pilier, donc qui a été créé par la RE 2020, c'est le pilier carbone, avec notamment l'indicateur composant qui permet de quantifier cette fois-ci, donc on raisonne bien d'un point de vue carbone et plus énergétique ou confort d'été, il quantifie la quantité des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment, et cela en dynamique sur 50 ans. On parle d'analyse du cycle de vie du bâtiment. Pour cela, nous, les ingénieurs génie climatique, par exemple, on va quantifier le volume de chaque produit, le volume des moquettes, des cloisons, des étanchéités, des bétons. On va travailler forcément avec les économistes qui quantifient d'ailleurs aussi les mêmes quantités. D'accord? Une fois qu'on aura une quantité par produit, on va multiplier ces quantités par les données environnementales de chaque produit qui sont bien spécifiques à chaque produit et chaque fabricant. Pour cela, chaque produit bénéficie de fiches environnementales qu'on appelle FDES ou PEP. Et l'État, si jamais les produits n'ont pas de fiche FDES, l'État donne des garde-fous qui sont peu optimistes d'un point de vue kilogramme équivalent CO2. Donc, cela prend en compte les gaz d'émissions à effet de serre de chaque produit, de leur extraction, de leur transport jusqu'à leur fin de vie. Et cette quantité de CO2 va aussi être multipliée par un facteur de renouvellement parce que l'ACV est fait sur 50 ans. Donc, par exemple, la moquette, la RE 2020 va considérer qu'elle va être renouvelée 2 à 3 fois. Donc, c'est vraiment une approche très globale et proche de la réalité. Et attention, cet indicateur IC composant va devenir plus exigeant en 2025 puis en 2028. Donc actuellement, si vous déposez des permis de construire entre 2022 et 2025, l'exigence carbone est encore souple. Il est important de réfléchir. Est-ce que je reste juste dans cette souplesse ou finalement j'anticipe les futures exigences RE 2028 pour intégrer mon bâtiment dans la future évolution de la RE 2020? Voilà, c'est des réflexions qu'on peut avoir avec les maîtres d'ouvrage actuellement. Donc, le bâtiment de demain, il est très important. Il devra favoriser l'économie circulaire et le réemploi parce que la RE 2020 considère finalement que les émissions de gaz à effet de serre sont égales à 0 pour les matériaux issus de l'économie circulaire ou du réemploi. Il faudra utiliser aussi des matériaux biosourcés comme le bois, la terre, la paille, le liège à faible impact. Des matériaux aussi à faible impact carbone, il en existe et l'ensemble des fabricants travaillent activement sur ces sujets. Il faudra bien travailler avec les architectes et les ingénieurs structures. Ça prend tout son sens, toute cette collaboration. Ce sera pour minimiser la matière. Plus je minimise le béton, les aciers, même le bois, plus je diminue le poids carbone de mon bâtiment. Il ne faudra peut-être pas surdimensionner ma structure. Donc, il sera aussi important dans nos différents calculs de diminuer les postes que vous pouvez voir en bas à droite en rouge parce qu'on a observé qu'ils étaient très défavorables pour le bilan carbone. Donc, les infrastructures, notamment avec les fondations, les pieux, etc. Donc, il faudra peut-être dimensionner au plus juste, mais toujours réglementaire en fonction des différentes études géotechniques. La superstructure, diminuer la matière, travailler peut-être sur des mix bois, béton, etc. avec les ingénieurs structures, ça prend tout son sens. Travailler aussi sur le doublage, les cloisons, les façades et aussi sur les équipements de chauffage, ventilation, climatisation. Voilà, ce sont vraiment les 5 lots qui sont très pénalisants d'un point de vue carbone et c'est important de le souligner. Mais c'est très intéressant effectivement de faire un focus sur ces lots qui sont les plus énergivores finalement ou en tout cas les plus sensibles dans cette thématique. Tout à fait. Pour les opérateurs, c'est une très bonne indication. Ensuite, le dernier indicateur qui s'appelle l'IC Énergie. Ce dernier va calculer finalement la quantité des émissions de gaz à effet de serre des énergies du bâtiment en exploitation.
Par exemple, si je calcule que le bâtiment consomme 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an pour se chauffer, le poids carbone énergie sera différent si le chauffage est une chaudière bois, si c'est une pompe à chaleur ayant recours à l'électricité ou c'est une chaudière gaz. Par exemple, on voit bien sur le graphe que si on a recours à une chaudière gaz, ce sera beaucoup plus défavorable d'un point de vue carbone que si j'ai recours à une chaudière bois ou à une pompe à chaleur. C'est pour ça qu'on entend vraiment qu'actuellement, en RE 2020, le gaz est fortement pénalisé par rapport à l'électricité. Donc vous, maître d'ouvrage, il est important de questionner vos maîtres d'œuvre sur le recours au gaz. Voilà, ça c'est vraiment important de souligner ce point-là sur le volet énergie. Enfin, ce qui est important de souligner et ce qu'on a pu observer dans nos différentes simulations, c'est que finalement, il faudra trouver le juste équilibre entre l'optimisation énergétique, l'optimisation carbone et le confort d'été. Parce qu'en effet, plus je travaille sur l'optimisation énergétique, je peux défavoriser l'optimisation carbone. Je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, si je surisole mon bâtiment, ou je rajoute de l'inertie pour limiter ses consommations et maîtriser le confort d'été, je rajoute de la matière et donc je défavorise le bilan carbone. Il est donc important de trouver les combinaisons gagnantes pour trouver ce juste équilibre et être réglementaire. Donc, à notre sens, il faut partir sur des constructions finalement basées sur du bon sens, adaptées à la géographie et à l'orientation des bâtiments, aux contraintes forcément des PLU et de l'usage, en proposant des constructions sobres et compactes, en limitant les puissances installées et en anticipant l'analyse du cycle de vie. C'est important pour vous, maître d'ouvrage, de demander à vous, maître d'œuvre, de réaliser l'ACV, donc de calculer ce poids carbone dès le permis de construire. Parce qu'il est important de souligner qu'au moment du permis de construire, la RE 2020 impose de calculer que le BBio et pas l'ACV. Donc, on peut avoir des mauvaises surprises par la suite au cours des phases de conception et cela peut avoir un impact d'un point de vue calendaire, même financier. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette approche globale dès le début. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, voilà, je peux vous donner quelques tuyaux qui permettent d'avoir ces combinaisons gagnantes aussi, c'est de limiter les quantités des fluides frigorigènes qu'on peut retrouver justement dans les équipements à détente directe ou dans les DRV. Je sais que les fournisseurs travaillent déjà pas mal sur ces sujets-là. Il faudra avoir recours à l'économie circulaire, comme je vous l'ai exposé, le réemploi, les matériaux bas carbone. Il faudra réfléchir aussi aux espaces extérieurs en réduisant les enrobés, en limitant finalement les sous-sols et les parkings parce qu'on va prendre en compte l'ensemble des consommations et parce que les parkings en sous-sol, ça rajoute de la matière et il est vraiment important de réfléchir sur les murs rideaux parce que ça pénalise vraiment les calculs RE 2020. Voilà. Et ensuite, oui, si vous voulez. Je vais vous faire juste un petit laïus sur les impacts de la RE 2020 sur les études de conception. Comme je vous disais, depuis 2016, le label E+C-, donc énergie carbone, a préparé le secteur du bâtiment à l'arrivée de la RE 2020. Voilà, pour que l'ensemble des fournisseurs, des bureaux d'études, des architectes aient une réflexion un peu plus proche des problématiques de la RE 2020. Malgré tout, on observe un surcoût sur les bâtiments en construction de 8 à 10%. Donc ça, c'est important de le souligner. Et c'est encore plus compliqué parce qu'on constate une hausse des coûts de construction due à la pénurie des matériaux suite à la crise sanitaire et suite à la crise en Ukraine. Néanmoins, ce qui est important aussi de souligner, c'est que lorsque la RT 2012 est sortie il y a une dizaine d'années, au début, on a eu des surcoûts au niveau des coûts de construction. Et ensuite, ça a été amorti parce que l'ensemble du secteur du bâtiment a eu des effets d'apprentissage, a été beaucoup plus rapide, les matériaux se sont vite développés. Donc ensuite, ça peut s'amortir. Mais j'attire votre attention quand même sur la hausse des coûts des matériaux qui ne sont pas aussi dus à la RE 2020 et qui sont le contexte actuel, notamment suite à la pénurie des matériaux. On va aussi constater un surcoût au niveau des honoraires parce que la RE 2020
nécessitent des études plus longues car elles sont plus globales et il y a une étude complémentaire qui n'existait pas avant, c'est l'analyse du cycle de vie où on calcule le poids carbone du bâtiment. Et ce qui est important de souligner, c'est-à-dire que les maîtres d'ouvrage auront des gains financiers et extra-financiers qu'ils n'auront pas dans l'immédiat, mais avec des temps de retour sur investissement assez intéressants, donc avec une baisse des factures énergétiques, des émissions de carbone évitées. Donc là, on rentre vraiment dans les objectifs que peut imposer l'Europe. On pourra aussi créer des emplois locaux et on aura aussi des matériaux à plus forte durée de vie. Voilà, donc c'est important quand même de souligner tout cela et de signifier que la RE 2020 a une approche environnementale beaucoup plus proche de nos enjeux planétaires. Marianne, nous avons une première question, excusez-moi, Oui. je vous coupe, mais la première question concerne effectivement le risque d'allongement des délais d'instruction et des premières de demandes de permis de construire qui sont soumises à la RE 2020. Est-ce que aujourd'hui les services instructeurs ont été sensibilisés à ces délais pour les opérateurs? Alors, à mon sens, il n'y aura pas de rallongement sur les délais d'instruction. J'espère bien sûr qu'ils ont été sensibilisés parce que quand on réalise le calcul, comme je vous l'ai expliqué ci-avant, en fait, on édite une attestation que l'État a montée et qui est issue de ce logiciel certifié CSTB. Donc, quand j'édite mon attestation en PDF, l'instructeur peut bien voir que je suis conforme sur l'ensemble des points que m'impose la RE 2020. Donc, finalement, le service qui va regarder le dossier de permis de construire regardera si effectivement mon attestation atteste bien que sur l'ensemble des points de la RE 2020, je suis conforme. Si je ne suis pas conforme, c'est automatiquement indiqué dans ce document. Donc, à mon sens, il n'y a pas d'allongement de ce délai d'instruction. Et en effet, Marianne, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est plutôt dans le temps de la conception que là, évidemment, ça rallonge le délai parce que pour faire toutes ces analyses, évidemment, c'est contraignant et comme toujours, oui, les premières fois sont les plus longues. Donc, on a pu noter, nous, un délai plus allongé pour mettre en œuvre cette nouvelle réglementation. Oui, surtout au début, parce que très souvent, en fait, par exemple, les ingénieurs génie climatique, les thermiciens, on peut recevoir, par exemple, surtout quand des bâtiments sont assez conséquents, qui vont au-delà de 10 000 mètres carrés, par exemple, si on les reçoit une semaine avant le dépôt du permis de construire, c'est extrêmement compliqué quand on doit passer en RE 2020, de pouvoir déposer le dossier dans les temps. Donc, ça sera important de figer le bâtiment avec l'architecte 3 à 4 semaines en fonction bien sûr, de la taille des bâtiments avant le dépôt du permis de construire. Et ça sera un réel échange entre l'ingénieur et l'architecte pour être conforme. C'est avec cet échange que le maître d'ouvrage aura la garantie que son bâtiment sera conforme à la RE 2020 et déposé dans les temps pour le permis de construire. C'est important qu'il se questionne sur cette relation-là entre ingénieur, thermicien et architecte. Très bien. Peut-être quelques mots, Sylvie, sur le scoring CARDAM, au-delà des réglementations que l'on vient d'évoquer. Oui, tout à fait. Et je m'excuse encore pour ce problème de caméra, mais c'est comme ça. Et oui, tout à fait, comme on avait pu le voir pour le décret tertiaire, où on essayait, nous, d'aller au-delà de l'énergie en intégrant déjà des piliers de la RE 2020. Quand on regarde des bâtiments neufs, on essaie d'englober cette démarche dans vraiment un regard 360 et qui ressemble beaucoup aux enjeux RSE des entreprises. Donc, on regarde évidemment les coûts, parce qu'on a vu que la notion du coût, elle va plus loin que le simple investissement, mais elle est importante. La pression environnementale, les réglementations en sont liées, et aussi l'usage, bien sûr, parce que tous ces bâtiments qu'on veut vertueux, il ne faut pas oublier qu'ils sont faits pour héberger des usagers. Et il est important aussi de regarder à l'intérieur du bâtiment l'usage qui va être fait, l'optimisation des surfaces et l'adéquation des typologies des surfaces avec les besoins de chaque preneur. Très bien. Et voilà, et là, en fait, nous, ce qu'on fait quand on nous demande d'analyser, parce que ça nous arrive souvent, on nous demande, quand un maître d'ouvrage est sur le point de faire un deal avec un bâtiment neuf, d'apporter notre vision. Et voilà, on essaie quand même de les sensibiliser sur le fait que, comme disait Marianne, la RE 2020 n'est qu'un jalon sur une trajectoire
et qu'il est important déjà aujourd'hui, si on veut vraiment être en phase avec souvent la posture de l'entreprise, d'aller au-delà de cette réglementation. Et nous y associons en fait certains aspects déjà présents dans les labels qui sont en cours pour essayer de challenger la partie énergie, pour être plus optimiste et pour aller plus vers les enjeux qui nous attendent, ou encore d'être sur des solutions plus vertueuses avec, comme on le voyait tout à l'heure, des choses qui vont rentrer en vigueur plus tard et qui seront la gestion des ressources, la récupération des eaux, les boucles de fluides, d'énergie et la récupération des matériaux. Et clairement, notre rôle d'influenceur en tant que financier adhérent à la finance responsable, on sera de notre côté beaucoup plus à même de donner des réponses positives aux opérateurs, aux maîtres d'ouvrage qui nous présenteront des bâtiments qui répondent à ces certifications environnementales avec des niveaux d'excellence. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les personnes qui nous sollicitent le plus sont les professionnels de la banque, de la finance et des assurances. Oui, qui souhaitent effectivement inscrire leurs investissements dans cet écosystème. Oui, c'est-à-dire que leurs actifs immobiliers font partie aujourd'hui de tous leurs actifs et sont obligés d'être regardés de manière fine et non plus simplement comme un actif dormant de placement financier. Bien sûr, Point. exactement. Très bien. Écoutez, mesdames, je vous remercie pour votre clarté, la clarté de votre intervention, de vos explications. Marianne, on ne m'a jamais expliqué la RE 2020 aussi clairement. Vous avez des talents pédagogiques, peut-être une vocation de professeur. En tout cas, c'était très clair. Ce que je vous propose, c'est, si vous en avez, bien évidemment, de nous poser toutes les questions que vous le souhaitez maintenant ou plus tard, puisqu'on vous donnera bien évidemment nos coordonnées et que vous aurez accès au replay de ce webinaire et à la présentation, le cas échéant. On va vous laisser bien évidemment quelques secondes si vous souhaitez taper votre question et on se fera un plaisir d'y répondre. Il faut croire que c'était très clair, en effet. Merci, Marianne. Effectivement, la présentation était très claire et la vôtre, Marianne, également. Voilà, ah, il y a une petite question. Ah non, ça va. Après, on peut rentrer plus en détail si vous avez vraiment des questions spécifiques. Pour l'instant, j'ai voulu rester assez global pour comprendre vraiment les véritables enjeux. Voilà. Très bien. Écoutez, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, merci pour vos messages sympathiques. J'espère que nous avons été clairs. Apparemment, c'est le cas et que c'était suffisamment instructif pour que vous puissiez nous solliciter par ailleurs concernant vos projets, à la fois le groupe Cardam comme le groupe M Capital concernant vos prochains projets. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Excellente fin de journée. Merci Régis, merci Marianne, merci à tous. Merci à tous. Merci Marianne, merci Sylvie. Au revoir.